Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui, j'ai un épisode avec Jérémy. On va discuter avec vous de la VR, donc Virtual Reality, et de ses applications thérapeutiques. Entre autres. Voilà, salut à tous. Voilà, alors pourquoi on avait envie de parler de la VR? Déjà parce qu'on a tous les deux testé relativement récemment dans des usages différents. Moi, j'ai récemment acheté le dernier casque de chez Oculus, donc Oculus Rift S, qui est un casque assez récent, voilà, d'assez bonne qualité. Et ça fait maintenant quelques mois que j'utilise un peu tout ça. Alors, pas spécialement pour des applications thérapeutiques ou professionnelles, mais plutôt au niveau jeu. Mais je me suis pas mal renseigné aussi sur le reste. Et j'ai été notamment en contact avec une société, une start-up française qui propose des applications thérapeutiques. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Et donc, du coup, j'ai profité de ce temps pour aller voir un peu ce qu'il y avait au niveau de la recherche, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Et voilà, c'est une technologie, je pense, qui est là pour rester et qui est vraiment très révolutionnaire, même si les usages sont pas encore au niveau de ce qu'elle permet vraiment si on l'utilise à fond, quoi. Oui, moi je suis un gamer, donc évidemment j'ai joué sur la PlayStation 4, principalement à Biohazard, pour pas le nommer, Resident Evil. Et bon, on va voir, hein, tu vas nous dire ça. C'est toi qui as préparé le sujet, mais Ouais, j'imagine que dans les thérapies cognitives et comportementales, on va faire de l'exposition pour les gens qui ont des phobies, etc. Ouais. ouais, Moi, je ça m'expose donne- à des zombies, mais on peut certainement s'exposer à d'autres choses. ouais. Du coup, peut-être pour les gens qui ont jamais eu un casque sur la tête, je vais donner quelques informations un peu techniques pour essayer d'un peu faire comprendre simplement ce que c'est la réalité virtuelle et comment ça se passe. Parce que c'est un peu difficile à imaginer, je pense, quand on n'a jamais testé. Donc, en gros, les casques, à l'intérieur du casque, il y a deux écrans. Un écran devant chaque œil, ce sont des écrans, c'est pas des écrans qui sont plats, ce sont des écrans qui épousent un peu la forme de l'œil et qui sont très très proches de l'œil et qui donc donnent l'impression non pas de voir une image sur un écran, mais plutôt de voir à travers ses yeux quelque chose de réel, qui est ici de la 3D, affiché par les écrans, plutôt que ce qu'on voit d'habitude fatalement. Et donc comme le casque permet que tout le reste de la vision soit noir, ben, ça donne un côté vraiment très immersif. Alors, peut-être une chose qui est importante à savoir pour comprendre certaines infos que je vais aborder par la suite, c'est qu'il y a peut-être deux paramètres importants dans la VR à connaître. D'abord, il y a la résolution. Donc, la résolution, c'est ce qui définit la finesse de l'image. Hein, donc, quand vous avez un écran de PC, bah, la résolution de l'écran est définie par le nombre de points lumineux en largeur sur le nombre de points lumineux en hauteur, pour faire très très simple. Et c'est probablement une des difficultés avec la VR actuelle, c'est que les casques, même les plus récents, ont une résolution qui est nettement inférieure à ce qu'on trouve dans nos écrans actuels. Et donc, voilà, pour dire autrement, ce qu'on peut utiliser comme jeu vidéo, par exemple, sur un PC de jeu actuel, a une résolution beaucoup plus importante, donc des images beaucoup plus fines, beaucoup plus belles que ce qu'on peut trouver en réalité virtuelle, qui utilise encore une définition d'image comme il y avait sur des PC il y a peut-être 10-15 ans. Voilà. Alors, une autre chose à comprendre, c'est qu'il y a deux types de fonctionnement visuel, si on peut dire, pour la réalité virtuelle. Donc il y a de la 3D, donc c'est donc des programmes ou des jeux qui affichent un environnement 3D dans lequel on peut se déplacer, interagir. Et il y a aussi ce qu'on appelle plutôt de la vidéo en réalité virtuelle. Donc là, c'est une vidéo, donc qui est donc une vidéo filmée, comme n'importe quelle vidéo sur YouTube, mais dans laquelle on peut tourner son regard pour regarder vers la droite ou vers la gauche ou vers le haut. Et la vidéo donc, est faite en 360 degrés et ça permet de regarder à différents endroits de la vidéo. Voilà, ça, c'est deux technologies qui sont utilisées notamment dans certaines applications thérapeutiques. Au niveau des jeux, par contre, c'est essentiellement de la 3D, de la vraie 3D. Voilà, alors peut-être en guise d'intro, Jean-Michel, tu peux peut-être nous dire un peu comment ça s'est passé ta première expérience avec Resident Evil, qui est une très belle illustration, je pense, du potentiel de la VR. Oui, bah, c'est
Ouais, c'était assez bluffant directement, hein. Je pense que, bon, après, évidemment, c'est comme toutes les nouvelles technologies, on s'y habitue assez vite, mais la première fois qu'on tente le coup, c'est vrai que l'aspect immersif est assez fort. D'ailleurs, oui, même si les graphismes sont quand même déjà très très beaux, on s'y croirait, on a l'impression vraiment d'y être, d'être dans l'environnement et de pouvoir interagir. Alors, ce qui est bizarre, c'est que sur la PlayStation 4, on ne peut pas marcher, donc on peut se déplacer à droite et à gauche, donc évidemment le personnage lui se déplace, donc là on se déplace avec la manette de jeu, et ça peut entraîner des petits effets assez marrants. Enfin, au début on a un peu un mouvement, je sais pas comment on peut le décrire, de recul, de balance en arrière, puisque nos yeux nous disent qu'on est en train de marcher alors qu'on n'est pas réellement en train de marcher. Mais sinon, oui, en ce qui concerne l'horreur, moi je suis un joueur je suis un fan d'horreur, donc dans tous ces médiums, mais c'est vrai que la première fois qu'on joue à Resident Evil en 3D, le fait qu'on soit vraiment dans l'environnement, ça fait extrêmement peur. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde, je pense que beaucoup de gens pourraient. Et d'ailleurs, moi je l'ai pas joué tout seul, je l'ai joué avec un copain. Je pense que si on est vraiment tout seul chez soi avec des écouteurs et qu'on est déconnecté de l'environnement réel complètement, c'est encore pire. Là évidemment, je suis dans l'environnement virtuel, mais mon copain commente l'action ou interagit ou me donne des conseils. Ça me rappelle que je suis pas réellement dans l'environnement. Oui, donc c'est vraiment très immersif quand même. Oui, c'est ça. Donc l'immersion est vraiment très différente puisque le fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans l'image, enfin d'être dans l'environnement, ça donne une immersion tout à fait différente que si on regarde une image sur un écran qu'on a devant soi. Alors, Resident Evil, c'est un exemple probablement des rares, quelques rares jeux qui est vraiment d'une très bonne qualité d'image, et beaucoup d'autres jeux qui sont, à cause de petits budgets essentiellement, beaucoup moins bons. Et ça, c'est un des problèmes par rapport à l'immersion actuellement, et aussi pour les usages thérapeutiques, on verra que c'est un peu un problème. Alors, peut-être une chose qu'on peut préciser aussi, c'est que donc l'impression qu'on a dans la réalité virtuelle, c'est que vraiment c'est comme voir un vrai environnement, c'est-à-dire qu'on perçoit les distances entre les objets, on perçoit la profondeur, et très naturellement le cerveau s'y adapte et on peut très facilement saisir un objet en 3D sans difficulté. Donc ça reproduit vraiment parfaitement la profondeur, la distance et le mouvement aussi. Alors il y a des jeux dans lesquels on peut marcher, contrairement à le jeu dont Jean-Michel parlait. Il y a des jeux aussi qui utilisent un déplacement par téléportation, c'est où on a une sorte de manette en main et on peut se déplacer un peu comme si on avançait case par case, parce que c'est une des difficultés de la réalité virtuelle actuellement, c'est que comme d'un côté on est en train d'avancer dans un environnement et en même temps physiquement on n'est pas en train d'avancer, pour les jeux où on ne marche pas en tout cas, ça crée une sorte de déséquilibre au niveau du cerveau qui amène ce qu'on appelle le motion sickness. Donc c'est le fait de sentir un peu comme le mal de mer pour les gens qui supportent très très mal en voiture, bateau, ou le mal de voiture. Voilà, si vous avez une fois l'occasion d'aller rouler en voiture sur un circuit de course, vous verrez un peu l'impression mais multipliée. Ici c'est un peu la même chose, on a vraiment une sensation de malaise qui donne la nausée, et qui est parfois difficile à dépasser. Alors, elle se dépasse avec de l'entraînement. Donc pour les gens qui jouent beaucoup avec des jeux où il y a des mouvements assez rapides, l'entraînement en général fait diminuer assez vite la sensation. Après il y a des différences individuelles aussi, des gens qui sont plus sujets à cette motion sickness que d'autres. Voilà, ça c'est une des limitations, je pense, actuellement de la VR et des programmes. Même si c'est amélioré, parce que ça s'améliorait, pardon, ça dépend aussi de la fluidité d'image. Si les images sont pas assez fluides, ça a tendance à aggraver la motion sickness. Oui, même moi qui n'ai pas tellement de motion sickness, je pense qu'après, si je fais des sessions de jeu assez intensives, après 1 heure, il faut que je prenne des breaks quand même. Ouais. C'est quand même plus fatigant, plus contraignant que d'être assis et de jouer avec sa souris. Déjà, c'est vrai qu'on est debout déjà. Donc... on est debout, et ça joue beaucoup. La première fois que j'ai joué à un jeu de tir, donc il y a des jeux de guerre, un peu genre Counter-Strike pour ceux qui connaissent, où vous avez des armes, vous déplacez dans un environnement, vous tirez sur d'autres joueurs. On ne se rend pas compte à quel point c'est physique d'être simplement debout avec les bras en l'air pour viser sur quelque chose et ne serait-ce que de se tourner un petit peu. Après une demi-heure, on est déjà bien crevé. On voit que tu ne fais pas de sport. Oui, merci. Je fais pas beaucoup de sport, effectivement.
Voilà, alors du coup, moi, ce que je trouve très très bien, c'est que je m'attendais à la base, moi j'ai acheté le casque plutôt pour les jeux, et je m'attendais à la base à jouer un peu au même type de jeu que ce que j'aime bien sur les PC classiques, notamment des jeux de tir que j'aime beaucoup. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que la sensation est tellement différente dans la réalité virtuelle que c'est même pas le même type de jeu. C'est-à-dire que jouer à un jeu de tir en réalité virtuelle, en fait, ça a tellement rien à voir avec jouer avec un clavier et une souris que c'est presque plus le même type de jeu en fait. Par exemple, les compétences sont pas du tout les mêmes. Viser très vite avec une souris et viser très vite avec les bras et des objets qu'on a dans les mains qui simulent le fait de tenir une arme, en fait, c'est des compétences totalement différentes. Et ça, on a l'impression d'avoir jamais joué avant quand on joue à ce genre de jeu, c'est assez marrant. Et finalement, ce qui m'a le plus accroché, c'est des types de jeux auxquels j'imaginais pas spécialement jouer. Par exemple, celui auquel je joue le plus, c'est un jeu qui s'appelle Beat Saber, qui est le jeu le plus vendu en réalité virtuelle depuis que ça existe d'ailleurs, et qui est un jeu de rythme où en fait il y a des bandes musicales. Et en fonction de ça, il y a des cubes qui arrivent sur l'écran vers nous et qu'il faut trancher avec des sabres laser qu'on a en main en fonction d'une direction indiquée sur les cubes. Et c'est vraiment très très fun. En plus, quand on joue à des niveaux de difficulté plus élevés, bah, c'est vraiment très physique. Une demi-heure de Beat Saber, c'est vraiment comme si tu vas à Basic Fit, quoi. Enfin, pour moi en tout cas. Et c'est vraiment très très chouette parce que le fait d'être dans l'environnement et d'avoir la même impression que si on avait des vrais cubes qui arrivent vers nous et de faire les mouvements physiquement dans l'espace, en fait c'est beaucoup beaucoup plus chouette que des simples jeux de rythme où on cliquait sur des touches de clavier pour activer des boutons en fonction de la musique, qui n'a rien à voir avec la sensation qu'on peut avoir ici. Il y a d'autres jeux du même genre que j'aime bien. Il y a des gens qui ont reproduit une simulation de tennis de table. Et là aussi, c'est extraordinaire. Bon, pour ceux qui, personne ne le sait, mais j'ai fait du tennis de table en compétition pendant plus de 10 ans. Il y a pas mal de temps, donc j'ai perdu ma condition physique entre-temps, mais voilà, j'avais un assez bon niveau. Et vraiment, ils ont réussi à reproduire la physique du tennis de table, je dirais, à 90%, quoi. Et donc, on peut vraiment faire exactement les mêmes mouvements, faire les mêmes erreurs, avoir la même sensation physique. Et c'est vraiment assez incroyable. Voilà, j'ai pas mal joué à ça aussi, c'est assez populaire, il y a beaucoup de gens qui jouent. Et voilà, ça c'est quand on utilise ce type de programme, on a vraiment l'impression que la VR a un potentiel assez incroyable. Voilà. Et après, il y a plein d'autres applications plus sociales. Par exemple, il y a moyen d'avoir des DJ dans des salles de concert en 3D. Il y a toutes les semaines, ça existe, on peut aller assister au concert en 3D. Enfin, c'est complètement psychédélique, mais c'est vraiment très très drôle. Il y a plein d'applications de ce genre là aussi. Voilà, ça c'est un peu pour la partie jeu. Alors je voulais vous parler un petit peu aussi de la partie plus professionnelle. Il y a pas mal d'études sur la VR, même si c'est souvent des études assez préliminaires, des études avec des petits échantillons, il n'y a pas forcément de groupe contrôle. Bon voilà, donc la portée est assez limitée, mais ça se fait de plus en plus. Et donc au niveau des applications, qu'est-ce qu'on trouve? Alors l'application la plus courante, c'est tout ce qui est réalité virtuelle pour des opérations médicales. Ah ouais. Donc qui représente l'environnement, enfin l'endroit où on va opérer en 3D, les outils, etc. Donc là, il y a beaucoup d'études sur la question. Bon, je vais pas détailler parce que j'y connais rien, mais donc j'ai bientôt les études, les résultats ont l'air plutôt positifs. Et ça a l'air d'être utilisé quand même assez souvent. D'autres applications, on va t'en parler tout à l'heure, c'est pour les phobies. Effectivement, donc il y a des applications plus au niveau thérapie. Et ils ont beaucoup développé cet aspect-là, puisque le traitement des phobies, donc en thérapie cognitive, c'est surtout de l'exposition, c'est ce qui est le plus efficace. Et donc, bah, les programmes de VR reproduisent en fait. Est-ce que tu as juste commencé de l'exposition Oui. classique Oui, c'est ça. Toi, si t'as pas de VR, tu fais quoi? C'est ça. Mais donc, par exemple, une personne qui a une phobie de l'ascenseur, après lui avoir appris à gérer un peu son angoisse physiquement, à gérer un peu ses idées négatives, on va l'amener de manière progressive à affronter sa peur dans l'ascenseur,
dans un vrai ascenseur, voilà, en passant des paliers de plus en plus difficiles. Et c'est ça qui fait que les personnes peuvent se réhabituer à diminuer leur peur et à reprendre confiance. Je sais pas si tu faisais, si ça se fait encore, mais avant on parlait aussi de faire d'exposition en imaginaire, on demande juste à la personne Alors, d'imaginer qu'elle... c'est ça. Alors ça se fait aussi, et c'est notamment ce qu'on fait avec l'hypnose, essentiellement. Donc là, en fait, on remplace le in vivo, comme on dit, par plutôt de l'imagination. Ce qui est nécessaire dans certains cas, parce que c'est pas toujours facile d'exposer les gens à leur peur réelle. Bon, s'ils ont peur de prendre l'avion, ils peuvent pas aller prendre l'avion tous les week-ends pour travailler leur Ouais, phobie. parfois ils ont tellement peur, ils vont juste pas Et aller parfois, devant. ils peuvent Ouais, simplement ils- pas rentrer dedans, quoi. Voilà, donc ici, ces programmes en fait reproduisent en 3D des environnements en lien avec la peur. Il y a déjà quand même plusieurs études là-dessus qui donnent des résultats assez positifs. Maintenant, la difficulté, c'est que déjà il y a parfois ce motion sickness. S'il y a beaucoup de déplacements, les gens qui n'ont pas l'habitude peuvent être vite un peu malades. Une autre limitation, c'est la qualité graphique. Donc la résolution et puis la finesse des textures, c'est-à-dire la finesse de la manière dont les objets, dans leur texture, sont représentés en 3D. C'est encore assez pauvre en fait comparé aux jeux vidéo actuels, tout Ils n'ont juste simplement. pas les moyens de développer. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de développer et parce qu'il y a encore assez peu de gens qui ont des casques et donc le marché est très petit en fait. Donc c'est pas que la technologie ne permet pas, mais s'ils devaient dépenser de l'argent pour faire vraiment un truc de bonne qualité, ils ne rentreront pas du tout dans leurs frais, quoi. Voilà, maintenant malgré ça, il y a des résultats quand même intéressants. Il y a eu quelques études qui ont comparé notamment l'exposition en VR avec d'autres thérapies d'exposition, comme la thérapie comportementale, et qui ont trouvé que la VR était presque aussi efficace. Voilà, maintenant c'est des études préliminaires de nouveau avec des petits échantillons, mais ça montre en tout cas que ça peut fonctionner pour les gens, et leur perception, leur retour était plutôt positif par rapport à ça. Même s'ils signalaient dans les difficultés, il y a eu une étude qui évaluait justement les points négatifs dans l'esprit des sujets. Ce qui revient le plus, c'est le manque de qualité graphique, manque de confort, et aussi les bugs ou les problèmes de prise en main de certains programmes. Voilà, ça c'est pour les phobies. Alors, je vais donner un ou deux autres exemples de ce qui existe. Il y a eu quelques études sur ce qu'on appelle le triage à l'hôpital. Donc, c'est par exemple aux urgences. Il y a une liste d'attente de personnes et il faut très rapidement pouvoir leur donner une priorité. Et pour entraîner le personnel médical, en général, ils font des simulations de triage, donc avec tout un vrai environnement, et ça coûte très très cher. Et il y avait, je trouvais une étude assez poussée qui a reproduit ça en 3D. Et en gros, ça a coûté 13 fois moins cher que de faire une vraie simulation de triage. Et les résultats étaient tout aussi bons que les simulations avec du vrai personnel, du vrai matériel. Donc là, les conclusions étaient très positives. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est assez facile à faire en 3D, parce qu'on n'a pas besoin que ça soit super immersif, c'est plutôt une question d'apprendre la méthode. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Alors, il y a d'autres études intéressantes aussi. Par exemple, il y avait une étude qui mesurait l'effet d'avoir dans un environnement d'apprentissage scolaire, l'effet d'avoir un professeur qui tenait des propos plutôt sexistes ou discriminants, vs un professeur qui n'en tenait pas, qui était plutôt soutenant, égalitaire. Et après ça, il mesurait la performance donc, des élèves et l'impact de ces remarques de ce faux professeur. Il y avait ça avec une classe virtuelle, alors, avec un professeur. C'est ça, avec un professeur virtuel. Donc, c'était pas un vrai prof, mais c'était des vrais élèves. Et donc là, les résultats étaient aussi assez intéressants, montraient que les performances diminuaient de manière significative si le professeur virtuel tenait des propos plus sexistes et discriminants que pas, quoi. Ouais, il y a aussi d'autres études plutôt sur la relaxation, où on met les gens dans des situations où ils sont en forêt ou dans une simulation d'endroits relaxants. Ça a l'air de donner des résultats positifs aussi, même s'il y a aussi des limitations par rapport à la qualité, parce que si la forêt, par exemple, est constituée d'arbres qui sont un peu moches, pas bien détaillés, ça nuit vite assez fort à l'immersion, évidemment, quoi.
Tu n'as rien trouvé sur les militaires, je suis sûr que nos amis militaires doivent Alors avoir sur des- oui, alors l'armée, évidemment, il y a pas mal d'études qui passent par des groupes qui sont des militaires, notamment pour le stress post-traumatique. Il y a aussi des tentatives de traitement de stress post-traumatique en VR qui ont l'air de donner des résultats positifs, mais voilà, là aussi, il faut un peu confirmer. Il y a probablement un biais important, c'est que quasiment toutes ces études, en fait, j'ai lu presque tout ce que j'ai trouvé. Bon, c'est faisable parce qu'il y en a pas encore 300, quoi, des Ouais. études. Et elles sont quasiment toutes positives. Et donc ça, c'est un biais. On peut supposer assez facilement que, comme il y a rarement des groupes de contrôle ou rarement des comparaisons avec des thérapies qui sont déjà validées, on va avoir tendance à trouver facilement des résultats positifs, même quand la méthode n'est pas très utile en fait. Parce qu'il y a l'effet placebo qui joue, le fait d'être dans une démarche, d'essayer de répondre aux attentes des expérimentateurs, etc. Donc ça demande d'être validé, ces résultats, avec des études, avec des groupes de contrôle. Ouais, moi j'imaginais pour les militaires avec le freeze, hein, quand on doit tirer sur des cibles, on a tendance à se figer. Hein, et donc, Ouais. une des raisons pour laquelle les militaires font des tirs sur des cibles en carton, c'est justement pour que les gens prennent le réflexe de tirer sans réfléchir. En fait, je suis en train de tuer un être humain. Donc j'imagine qu'en VR, on peut encore faire des choses plus performantes. Mais, Tout à fait. Et d'ailleurs, au niveau du maniement des armes, c'est déjà impressionnant. Il y a plusieurs programmes, plusieurs jeux ou plusieurs programmes qui permettent ça, qui ont reproduit parfaitement les armes et leur maniement est complètement reproduit. C'est-à-dire que le bouton sûreté existe. Pour recharger, il faut enlever le chargeur, en prendre un autre à ta ceinture, tirer sur l'espèce de culasse, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc vraiment tout le fonctionnement physique réel d'une arme est parfaitement reproduit. Et donc on est loin des jeux de tir sur PC où on poussait sur R et ça rechargeait. c'est Ici, clair. il faut vraiment faire le mouvement, puis viser. Et voilà, donc effectivement, on peut imaginer plein d'applications de ce côté-là quand ça se développera et qu'il y aura plus de budget, plus de personnes qui ont des casques. Voilà, pour info, aujourd'hui, un casque comme le mien, ça coûte dans les 500 € neuf. Et la première version de l'Oculus, il y a quelques années, ça coûtait le double du prix, quoi. Voilà, donc ça devient de plus en plus accessible, même si à la base, c'était quand même très cher. Mhm. Voilà, je sais pas si tu Non, je pense qu'on des arrive questions. au bout de cette émission. Ok. Très bien. Voilà, je mettrai les références des études et des infos dans la description de l'épisode pour ceux que ça intéresse d'aller voir un peu les questions scientifiques. Voilà. Voilà, Merci à tous. c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Et on se retrouve pour une prochaine fois. À une prochaine, Jérémy. Oui, à bientôt. Ciao, ciao.